Bonsoir, bienvenue sur la voie de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture d'Anna Karenine. J'en étais au chapitre 28 de la deuxième partie. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous l'ai déjà dit. Mais donc, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Chapitre 28. Quand Alexis Alexandrovitch fit son apparition aux courses, Anna était déjà installée près de Betsy dans la tribune d'honneur, où la haute société se trouvait réunie. Deux hommes, son mari et son amant, constituaient les deux pôles de son existence et elle devinait leur approche sans le secours de ses sens. Cet instinct lui révéla donc l'arrivée d'Alexis Alexandrovitch et elle le suivit involontairement des yeux parmi les remous de la foule. Elle le vit s'avancer vers la tribune, répondant de haut aux saluts obséquieux, échangeant des politesses distraites avec ses égaux, mais sollicitant les regards des puissants de ce monde en leur tirant son grand chapeau rond, ce fameux chapeau qui lui froissait le bout des oreilles. Elle connaissait ses façons de saluer, qui toutes lui étaient également antipathiques. L'âme de cet homme n'est qu'arrivisme et ambition, pensait-elle. Quant aux belles phrases sur les Lumières et la religion, ce ne sont que moyens d'atteindre son but, rien de plus. Au regard qu'il promenait sur la tribune, Anna comprit qu'il la cherchait, mais n'arrivait pas à la découvrir dans ce flot de mousseline, de rubans, de plumes, de fleurs et d'ombrelles. Mais elle n'eut pas l'air de s'en apercevoir. « Alexis Alexandrovitch !» lui cria la princesse Betsy. « Vous ne voyez donc pas votre femme ? La voici !» Il sourit de son sourire glacial. « Tout est ici si brillant que les yeux en sont éblouis, » répondit-il en pénétrant dans la tribune. Il sourit à Anna comme doit le faire un mari qui vient à peine de quitter sa femme, salua la princesse et ses autres connaissances en accordant à chacun son dû, c'est-à-dire des galanteries aux dames et des politesses au mari. Un général, aide-de-camp réputé pour son esprit et son savoir, se tenait au pied de la tribune. Alexis Alexandrovitch, qui l'estimait beaucoup, l'aborda et, comme on était entre deux courses, ces messieurs purent converser à loisir. Le général attaquait ce genre de divertissement. Alexis Alexandrovitch le défendait de sa voix grêle et mesurée. Anna ne perdait pas une seule des paroles de son mari. Toutes lui paraissaient rendre un son faux. Lorsque la course d'obstacles commença, elle se pencha en avant, ne quittant pas des yeux Vronsky qui montait à cheval. Elle redoutait pour lui quelque accident. Mais cette crainte la faisait moins souffrir que le son de la voix odieuse dont elle connaissait toutes les intonations et qui semblait ne point vouloir se taire. « Je suis une méchante femme, une femme perdue, pensait-elle, mais je hais le mensonge, tandis que lui en fait sa nourriture. Il sait tout, il voit tout, et cependant il pérore avec le plus grand calme. Qu'a-t-il donc dans le cœur après cela? J'aurais quelque respect pour lui s'il me tuait, s'il tuait Vronsky, mais non, ce qu'il préfère à tout, c'est le mensonge, ce sont les convenances. » Au fond, Anna ne savait guère quel homme elle aurait voulu trouver en son mari. Elle ne comprenait pas non plus que l'agaçante volubilité d'Alexis Alexandrovitch n'était que l'expression de son agitation intérieure. Il faut à un enfant qui vient de se cogner un mouvement physique pour étourdir son mal. Il fallait à Karénine un mouvement intellectuel quelconque pour étouffer les idées qui l'oppressaient en présence de sa femme et de Vronsky dont le nom était sur toutes les lèvres. De même donc qu'en pareil cas l'enfant saute instinctivement, de même Alexis Alexandrovitch se laissait tout naturellement aller à son besoin de discourir. Dans les courses d'officiers, disait-il, le danger est un élément indispensable. Si l'Angleterre peut s'enorgueillir des plus beaux faits d'armes de cavalerie, elle le doit uniquement au développement historique de la force dans ses hommes et ses chevaux. Le sport a selon moi un sens profond, mais comme toujours, nous n'en voyons que le côté superficiel. Superficiel, pas tant que ça, objecta la princesse Tverkoï. On dit qu'un des officiers s'est enfoncé de côte. Alexis Alexandrovitch sourit de son sourire sans expression qui ne laissait voir que ses gencives. J'admets, princesse, que ce cas-là est interne et non superficiel. Mais il ne s'agit pas de cela. Et se retournant vers le général, il renfourcha son dada. N'oubliez pas que ceux qui courent sont des militaires, que cette carrière est de leur choix, que toute vocation a son revers de médaille. Cela rentre dans les devoirs du soldat.
Si les sports brutaux comme la boxe ou les combats de taureaux sont des signes certains de barbarie, le sport spécialisé me semble au contraire un indice de civilisation. Non, décidément, je n'y reviendrai plus, dit la princesse Betsy. Cela m'émeut trop, n'est-ce pas, Anna? Cela émeut, mais cela fascine, dit une autre dame. Si j'avais été romaine, j'aurais fréquenté assidûment le cirque. Sans mot dire, Anna tenait toujours ses jumelles braquées du même côté. À ce moment, un général de haute taille traversa la tribune. Cessant aussitôt de discourir, Alexis Alexandrovitch se leva avec une promptitude qui n'excluait point la dignité et s'inclina profondément. « Vous ne courez pas ?» lui demanda en plaisantant le général. « Ma course est d'un genre plus difficile, » répondit Karénine d'un ton respectueux. Et bien que cette réponse ne présentât aucun sens, le militaire eut l'air de recueillir le mot profond d'un homme d'esprit et de comprendre la pointe de la sauce. Cependant, Alexis Alexandrovitch revenait à ses moutons. La question est évidemment complexe. On ne saurait assimiler les exécutants aux spectateurs. L'amour de ces spectacles dénote, j'en conviens, un niveau plutôt bas. Cependant, « Princesse, un pari !» cria une voix, celle de Stepan Arkadievitch, interpellant Betsy. « Pour qui tenez-vous ?»« Anna et moi parions pour le prince Kousovlev, » répondit Betsy. « Et moi pour Vronsky, une paire de gants. Entendu. Quel beau spectacle, n'est-ce pas ?» Cependant, les jeux virils voulut reprendre Alexis Alexandrovitch qui avait gardé le silence pendant qu'on parlait autour de lui. Mais, comme le départ venait d'être donné, tout le monde se tut en force et force lui fut de faire de même. Les courses ne l'intéressaient pas. Au lieu de suivre les cavaliers, il parcourut donc l'assemblée d'un œil distrait. Son regard s'arrêta sur sa femme. Rien n'existait évidemment pour elle en dehors de ce qu'elle suivait des yeux. Elle avait le visage pâle et grave. Sa main serrait convulsivement un éventail. Elle ne respirait pas. Karénine se détourna pour examiner d'autres visages de femmes. Voilà une autre dame très émue, et encore une autre qui l'est tout autant. C'est fort naturel, se dit-il, et il s'efforça de regarder ailleurs. Malgré lui, cependant, ses yeux se reportaient toujours vers ce visage où il lisait trop clairement et avec horreur ce qu'il ne voulait point savoir. La première chute, celle de Kousovlev, émut tout le monde, mais à l'expression triomphante d'Anna, Alexis Alexandrovitch vit bien que celui qu'elle regardait n'était pas tombé. Lorsqu'un autre officier qui franchissait la seconde barrière sur les talons de Makotine et de Vronsky tomba sur la tête et qu'on le crut tué, un murmure d'effroi passa dans l'assistance. Mais Karénine remarqua qu'Anna ne s'était aperçue de rien et qu'elle avait peine à comprendre l'émotion générale. Cependant, comme il la dévisageait avec une insistance croissante, Anna, si absorbée qu'elle fut, sentit bientôt le regard froid de son mari peser sur elle. Elle se retourna vers lui d'un air interrogateur. « Tout m'est égal », sembla-t-elle lui dire avec un léger froncement de sourcils. Et elle ne quitta plus ses jumelles. La course fut malheureuse. Sur 17 cavaliers, plus de la moitié tombèrent. Vers la fin, l'empereur ayant témoigné son mécontentement, l'émotion devint intense. Chapitre 29. Tout le monde alors désapprouva ce genre de divertissement. On se répétait la phrase d'un des spectateurs « Après cela, il ne reste plus que les arènes avec des lions ». L'épouvante était si générale que le cri d'horreur poussé par Anna à la chute de Vronsky ne surprit personne. Par malheur, son visage défait révéla aussitôt des sentiments que les convenances lui commandaient de celer. Éperdue, bouleversée, elle se débattait comme un oiseau pris au piège. « Partons, répétait-elle tournée vers Betsy, mais celle-ci ne l'écoutait point. Penchée vers le général, elle lui parlait avec animation. Alexis Alexandrovitch s'approcha de sa femme et lui offrit poliment le bras. « Partons, si vous le désirez, lui dit-il en français. Anna ne l'aperçut même pas. Elle était toute à ce que disait le général. On prétend, affirmait celui-ci, qu'il s'est aussi cassé la jambe. Cela n'a pas le sens commun. Sans répondre à son mari, elle reprit ses jumelles et les braqua vers l'endroit où était tombé Vronsky. Mais c'était si loin et il s'y pressait tant de monde qu'on ne distinguait rien. Elle baissa donc ses jumelles et se disposait à partir quand un officier au galop vint faire un rapport à l'empereur. Elle se pencha en avant pour écouter. « Stiva, Stiva » cria-t-elle à son frère, mais celui-ci ne l'entendit pas. Elle voulut encore quitter la tribune. « Je vous offre une fois de plus mon bras, si vous désirez partir, » répéta Alexis Alexandrovitch en lui touchant la main. « Non, non, laissez-moi, je resterai, » répondit-elle sans le regarder, en s'écartant de lui avec répulsion.
Elle venait d'apercevoir un officier qui, du lieu de l'accident, accourait à toute bride en coupant le champ de course. Betsy lui fit signe de son mouchoir. Il annonça que le cavalier était indemne, mais que le cheval avait les reins brisés. À cette nouvelle, Anna se laissa choir sur sa chaise. Impuissante à retenir ses larmes, à réprimer les sanglots qui soulevaient sa poitrine, elle cacha son visage derrière son éventail. Pour lui laisser le temps de se remettre, Alexis Alexandrovitch se plaça devant elle. « Pour la 3e fois, je vous offre mon bras, » lui dit-il au bout de quelques instants. Anna le regardait, ne sachant trop que répondre. Betsy lui vint en aide. « Non, dit-elle, j'ai amené Anna et j'ai promis de la reconduire. » « Excusez, princesse, répliqua Alexis Alexandrovitch avec un sourire poli mais un regard impérieux. Je vois qu'Anna est souffrante et je désire la ramener moi-même. Anna, l'œil égaré, se leva avec soumission et prit le bras de son mari. J'enverrai prendre de ses nouvelles et vous tiendrai au courant, lui dit Betsy à voix basse. Au sortir de la tribune, Alexis Alexandrovitch s'entretint comme toujours du ton le plus naturel avec plusieurs personnes. Et comme toujours, Anna fut obligée d'écouter et de répondre. Mais elle ne s'appartenait pas et croyait marcher en rêve au bras de son mari. Est-ce bien vrai? N'est-il pas blessé? Viendra-t-il? Le verrai-je ce soir? Songeait-elle. Elle monta sans mot dire en voiture et bientôt ils furent hors du champ de course. Malgré tout ce qu'il avait vu, Alexis Alexandrovitch ne se rendait pas encore à l'évidence. Néanmoins, comme il n'accordait guère d'importance qu'aux signes extérieurs, il jugeait nécessaire de démontrer à sa femme l'inconvenance de sa conduite. Mais il ne savait comment présenter cette observation sans aller trop loin. Il ouvrit la bouche pour parler, mais involontairement il dit tout autre chose que ce qu'il voulait dire. Comme nous sommes tous attirés par ces spectacles cruels. Je remarque, vous dites, je ne comprends pas. Ce ton méprisant le blessa et aussitôt il engagea le faire. Je dois vous dire, commença-t-il en français. Voici venir l'explication, songea annonçant en terreur Anna. Je dois vous dire que vous avez eu aujourd'hui une tenue fort inconvenante. En quoi, s'il vous plaît? Demanda-t-elle à haute voix en se tournant vivement vers lui et en le regardant bien en face, non plus avec la fausse gaieté de naguère, mais avec une assurance sous laquelle elle dissimulait mal son angoisse. Faites attention, dit-il en montrant la glace de la voiture baissée derrière le cocher. Et il se pencha pour la relever. Qu'avez-vous trouvé d'inconvenant? Répéta-t-elle. Le désespoir que vous n'avez pas su mieux celer lorsqu'un des cavaliers a fait une chute. Il attendait une objection, mais elle se taisait, le regard fixe. Je vous ai déjà prié de vous comporter dans le monde de manière à ne point donner prise à la médisance. Il fut un temps où je parlais des sentiments intimes. Je ne considère plus maintenant que les rapports extérieurs. Vous avez eu tout à l'heure une tenue inconvenante et je désire que cela ne se renouvelle plus. Ces paroles n'arrivaient qu'à moitié aux oreilles d'Anna. Son mari avait beau lui faire peur, elle ne songeait qu'à Vronsky. Est-il vrai, se demanda-t-elle, qu'il ne soit point blessé? La nouvelle qu'avait apportée l'officier se rapportait-elle bien à lui? Quand Alexis Alexandrovitch eut fini, elle ne lui répondit que par un sourire d'une feinte ironie. À la vue de ce sourire, Karénine, qui avait lui aussi pris peur en sentant toute la portée de ses paroles, se méprit étrangement. Elle sourit de mes soupçons. Elle va me dire comme alors qu'ils sont ridicules et dénués de fondement. Plutôt que de voir ses craintes confirmées, il était prêt à croire tout ce qu'elle voudrait. Mais l'expression de cette figure sombre et terrifiée ne promettait même plus le mensonge. « Peut-être me trompais-je, reprit-il. Dans ce cas, pardonnez-moi. »« Non, vous ne vous êtes point trompé, proféra-t-elle lentement en jetant un regard farouche sur la face glaciale de son mari. Vous ne vous êtes point trompé. J'ai été et je suis encore au désespoir. J'ai beau vous écouter, c'est à lui que je pense. Je l'aime. Je suis sa maîtresse. Je ne puis vous souffrir, je vous crains. Je vous hais. Faites de moi ce que vous voudrez. Et se rejetant au fond de la voiture, elle couvrit son visage de ses mains et éclata en sanglots. Alexis Alexandrovitch ne bougea pas. Son regard demeura fixe, mais sa physionomie prit et garda durant tout le trajet une rigidité cadavérique. En approchant de la maison, il se tourna vers elle. « Bien, dit-il d'une voix qui tremblait légèrement. Mais j'exige que vous observiez les convenances jusqu'au moment où j'aurai pris les mesures qu'exige la sauvegarde de mon honneur. Elles vous seront communiquées. »
Il sortit de la voiture et, pour sauver les apparences devant les domestiques, il aida sa femme à descendre et lui serra la main. Puis il reprit sa place et fit route vers Pétersbourg. À peine était-il parti qu'un domestique de Betsy apporta un billet ainsi conçu. « J'ai fait prendre des nouvelles d'Alexis. Il m'écrit qu'il va bien, mais qu'il est au désespoir. »« Alors il va venir, se dit-elle. J'ai bien fait de tout avouer. » Elle regarda la pendule. Il s'en fallait encore de 3 heures. Elle songea à leur dernier rendez-vous et certains souvenirs la troublèrent. Mon Dieu, qu'il fait encore clair. C'est effrayant. Mais j'aime avoir son visage et j'affectionne cette lumière fantastique. Mon mari, ah oui. Eh bien tant mieux, tout est fini entre nous. Chapitre 30. Partout où des hommes se réunissent, une espèce de cristallisation sociale, mais une fois pour toutes chacun à sa place. La petite ville d'eau allemande où séjournaient les Tcherbatsky n'échappait point à cette règle. De même qu'une goutte d'eau exposée au froid prend invariablement une certaine forme cristalline, de même chaque nouveau baigneur se trouvait d'emblée catalogué dans une certaine catégorie sociale. Grâce à leur nom, à l'appartement qu'ils occupèrent, aux amis qu'ils retrouvèrent, First Tcherbatsky, Sam Gemalin und Tochter, se cristallisèrent aussitôt à la place qu'il leur revenait de droit. Ce travail de stratification s'opérait d'autant plus sérieusement cette année-là qu'une véritable festine allemande honorait les eaux de sa présence. La princesse se crut obligée de lui présenter sa fille et cette cérémonie eut lieu dès le lendemain de leur arrivée. Kitty, fort gracieuse dans sa toilette d'été, très simple, c'est-à-dire très élégante et venue de Paris, fit une profonde révérence à la grande dame. « J'espère, lui dit celle-ci, que les roses renaîtront bien vite sur ce joli minois. » Cette visite classa définitivement les Tcherbatsky. Ils firent la connaissance d'une lady anglaise et de sa famille, d'une comtesse allemande et de son fils blessé pendant la dernière guerre, d'un savant suédois, d'un monsieur Canu ainsi que de sa sœur. Cependant, ce fut, comme de juste, avec des baigneurs russes qu'ils entretinrent des relations suivies. Il y avait là notamment deux dames de Moscou, Marie Evgenievna Ritchev et sa fille, ainsi qu'un colonel et également moscovite et vieil ami des Tcherbatsky. Kitty n'aimait guère mademoiselle Ritchev, qui souffrait comme elle d'un amour contrarié. Quant au colonel, qu'elle avait toujours vu en uniforme, il lui semblait maintenant fort ridicule avec ses petits yeux, son cou découvert, ses cravates de couleur, ses assiduités importunes. Ce programme de séjour dûment établi et le vieux prince étant parti pour Carlsbad, Kitty, restée seule avec sa mère, commença à trouver le temps long. Négligeant ses anciennes connaissances qui ne lui promettaient aucune sensation nouvelle, elle jugea plus attrayant d'observer des inconnus et de se perdre en suppositions sur leur compte. Ce fut bientôt une vraie passion. Sa nature la portant à voir tout le monde en beau, les remarques qu'elle faisait sur les baigneurs, leur caractère, leurs relations mutuelles étaient donc empreintes d'une bienveillance exagérée. Nul ne lui inspira plus d'intérêt qu'une jeune fille venue aux eaux avec une dame russe de la haute société à qui tout le monde donnait le nom de Madame Stahl. Cette personne, fort malade, avait perdu l'usage de ses jambes. Elle n'apparaissait que rarement, les jours de fort beau temps et traînait dans une petite voiture. Elle ne fréquentait pas ses compatriotes, plutôt par orgueil que par maladie, affirmait la princesse. La jeune fille, qu'elle appelait Varinka, et les autres personnes Mademoiselle Varinka, la soignaient avec dévouement. Mais Kitty remarqua qu'elle ne la traitait ni en parente ni en garde-malade rétribuée. D'ailleurs, cette demoiselle devenait très rapidement l'amie des malades gravement atteints et leur témoignait tout naturellement le même dévouement qu'à Madame Stahl. Quel genre de rapport pouvait bien exister entre les deux dames ? Kitty se le demandait avec une curiosité d'autant plus vive qu'elle se sentait irrésistiblement attirée vers Mademoiselle Varinka et croyait d'ailleurs ne pas lui déplaire, à en juger par certains regards que la jeune fille avait portés sur elle. Cette demoiselle Varinka était une de ces personnes sans âge auxquelles on peut indifféremment donner aussi bien 30 que 19 ans. Malgré sa pâleur maladive, il était permis en analysant ses traits de la trouver jolie, et elle eût passé pour bien faite, n'était sa tête trop forte et son buste trop peu développé.
Cependant, elle ne devait guère plaire aux hommes. Elle faisait penser à une belle fleur qui, tout en conservant ses pétales, serait déjà flétrie et sans parfum. Elle manquait un peu de cette ardeur contenue qui dévorait Kitty. Elle n'avait point, comme elle, conscience de son charme. Elle semblait toujours absorbée par quelque devoir d'une nécessité inéluctable et dont rien, par conséquent, n'aurait su la distraire. C'était précisément ce contraste avec sa propre existence qui séduisait Kitty. L'exemple de Varinka lui révélerait sans doute ce qu'elle cherchait avec tant d'anxiété. Comment mettre quelque intérêt, quelque dignité dans sa vie? Comment échapper aux abominables relations mondaines qui, lui semblait-il maintenant, font de la jeune fille une sorte de marchandise exposée aux convoitises des chalands? Et plus Kitty observait son amie inconnue, plus elle désirait la connaître, plus elle voyait en elle le modèle de toutes les perfections. Les jeunes filles se rencontraient plusieurs fois par jour et à chaque rencontre, les yeux de Kitty semblaient dire « Qui êtes-vous ? Je ne me trompe point, n'est-ce pas, en vous croyant un être charmant. Mais rassurez-vous, ajoutait le regard, je n'aurai pas l'indiscrétion de solliciter votre amitié. Je me contente de vous admirer et de vous aimer. Moi aussi je vous aime et je vous trouve charmante, répondait le regard de l'inconnu, et je vous aimerais davantage encore si j'en avais le temps. Et réellement, elle était toujours occupée. Kitty le voyait bien. Tantôt elle ramenait de l'établissement les enfants d'une famille russe, tantôt il lui fallait porter une couverture à un malade, des biscuits à un autre, ou s'évertuer à en distraire un troisième. Un matin, peu après l'arrivée des Tcherbatsky, on vit apparaître un couple qui devint l'objet d'une attention peu bienveillante. L'homme, de haute taille mais voûté, avait des mains énormes et des yeux noirs, naïfs et effrayants à la fois. Il portait un vieux pardessus trop court. Bien que marquée de petites vérolles, la femme avait la physionomie avenante, mais elle était fort mal mise. Kitty reconnut en eux des Russes, et déjà son imagination ébauchait un roman touchant dont ils étaient les héros, lorsque la princesse apprit par la liste des baigneurs que ces nouveaux venus n'étaient autres que Nicolas Levin et Marie Nikolaïevna. Elle coupa les ailes aux chimères de sa fille en lui expliquant que ce Levin était un fort triste sire. Au reste, plus que les paroles de la princesse, le fait que cet individu était le frère de Constantine Levin le rendit, ainsi que sa compagne, particulièrement antipathique à Kitty. Et bientôt cet homme, au mouvement de tête bizarre, lui inspira une véritable répulsion. Elle croyait lire dans ses grands yeux qui la suivaient avec obstination des sentiments ironiques et malveillants. Elle évita autant que possible de le rencontrer. Chapitre 31. Comme il pleuvait depuis le matin, les baigneurs, munis de parapluies, avaient envahi la galerie de l'établissement. Kitty et sa mère s'y trouvaient en compagnie du colonel, lequel paradait dans un complet à l'européenne acheté tout fait à Francfort. Il se confinait dans un coin du promenoir afin d'éviter Nicolas Levin qui faisait les 100 pas à l'autre extrémité. Varinka, vêtue comme toujours d'une robe foncée et coiffée d'un chapeau noir à bords rabattus, promenait d'un bout à l'autre de la galerie une dame française aveugle. Chaque fois que Kitty et elle se croisaient, elles échangeaient un regard amical. « Maman, puis-je lui parler ?» demanda Kitty en voyant son amie inconnue approcher de la source et jugeant l'endroit propice à un premier entretien. « Si tu y tiens tant que ça, répondit la princesse, laisse-moi prendre des informations et je l'aborderai la première. » « Mais que trouves-tu de si remarquable en elle ? C'est quelque dame de compagnie. Si tu veux, j'irai voir Madame Stahl. J'ai connu sa belle-sœur, ajouta-t-elle en relevant non sans fierté la tête. La princesse était froissée de l'attitude de Madame Stahl, qui ne paraissait guère désireuse de faire sa connaissance. Kitty, qui le savait, n'insista pas. « Elle est tout bonnement adorable, dit-elle en regardant Varinka tendre un verre à la dame française. Voyez comme tout ce qu'elle fait est aimable et simple. » « Tu m'amuses avec tes engouements, répondit la princesse, mais pour le moment éloignons-nous, ajouta-t-elle en voyant approcher Levin, sa compagne et un médecin allemand auquel il parlait d'un ton âpre. Comme elles revenaient sur leurs pas, un éclat de voix les fit se retourner. Levin, arrêté devant le médecin qui s'emportait à son tour, poussait de véritables cris. On faisait cercle autour d'eux. La princesse entraîna vivement Kitty, tandis que le colonel se mêlait de connaître l'objet de la discussion. Qu'y avait-il demanda la princesse quand, au bout de quelques minutes, le colonel les eut rejointes. « Une abomination !» répondit celui-ci. « Je ne redoute rien tant que de rencontrer des Russes à l'étranger. Ce grand monsieur s'est pris de querelle avec le médecin, qui ne le soigne pas à son gré, et il a fini par lever sa canne. Une abomination, vous dis-je. »« Oui, c'est bien désagréable, dit la princesse. Et comment tout cela s'est-il terminé ? »
Grâce à l'intervention de cette demoiselle en chapeau en forme de champignon, une russe, je crois. Mademoiselle Varinka demanda Kitty toute joyeuse. Oui, c'est cela. Elle a eu la première la présence d'esprit de prendre ce monsieur sous le bras et de l'emmener. Vous voyez, maman, dit Kitty à sa mère, étonnez-vous après cela de mon enthousiasme. Le lendemain, Kitty remarqua que Varinka avait englobé Lévin et sa compagne parmi ses protégés. Elle s'entretenait avec eux et servait d'interprète à la femme qui ne parlait aucune langue étrangère. De plus en plus engouée de son inconnu, Kitty supplia encore une fois sa mère de lui permettre de faire sa connaissance. Malgré qu'elle en eût, car elle ne voulait point avoir l'air de faire des avances à cette orgueilleuse Madame Stahl, la princesse alla au renseignement, une fois convaincue de la parfaite honorabilité de cette jeune fille, par ailleurs si peu brillante. Elle fit elle-même les premiers pas et, choisissant un moment où Kitty était à la source, elle aborda Varinka devant la boulangerie. « Permettez-moi de me présenter moi-même, lui dit-elle avec son sourire de grande dame. Ma fille est tout bonnement éprise de vous, mais peut-être ne me connaissez-vous pas, je... C'est plus que réciproque, princesse, s'empressa de répondre Varinka. Vous avez fait hier une bien bonne action par rapport à notre triste compatriote, reprit la princesse. Je ne me rappelle pas, dit en rougissant Varinka, il me semble que je n'ai rien fait. Mais si, vous avez épargné bien des ennuis à ce Lévin qui s'était engagé dans une mauvaise affaire. Ah oui, sa compagne m'a appelé et j'ai tâché de le calmer. Il est très gravement atteint et très mécontent de son médecin. J'ai l'habitude de ce genre de malade. Oui, je sais que vous habitez Menton avec Madame Stahl, qui est, je crois, votre tante. J'ai connu sa belle-sœur. Non, ce n'est pas ma tante. Je l'appelle maman, mais je ne lui suis pas apparentée. J'ai été élevée par elle. Tout cela fut dit si simplement, l'expression de ce charmant visage était si ouverte, si sincère, que la princesse comprit pourquoi sa Kitty s'était engouée de cette Varinka. « Et que devient ce Lévin » demanda-t-elle. « Il part, répondit Varinka. Cependant, Kitty revenait de la source. À la vue de sa mère en conversation avec l'amie inconnue, elle rayonna de joie. « Eh bien, Kitty, ton ardent désir de connaître mademoiselle Varinka, dit la jeune fille en souriant. C'est ainsi que tout le monde m'appelle. » Kitty rougit de plaisir et serra longtemps la main de sa nouvelle amie, qui la lui abandonnait sans répondre à cette pression. En revanche, son visage s'illumina d'un sourire quelque peu mélancolique qui découvrit des dents grandes mais belles. « Et moi aussi, dit-elle, je désirais depuis longtemps vous connaître. Mais vous êtes si occupée. »« Moi ? Au contraire, je n'ai rien à faire, » prétendit Varinka, mais au même instant, elle dut abandonner ses nouvelles connaissances pour répondre à l'appel de deux petites Russes, filles d'un malade. « Varinka » crie-t-elle, « maman vous appelle !» Et Varinka les suivit. Chapitre 32. Voici ce que la princesse avait appris sur Varinka, sur ses relations avec Madame Stahl et sur cette dame elle-même. Madame Stahl avait toujours été maladive et exaltée. Certains prétendaient qu'elle avait fait le malheur de son mari, d'autres, au contraire, que celui-ci l'avait indignement trompée. Toujours est-il qu'elle dut se séparer de lui. Quelque temps après, elle mit au monde à Pétersbourg un enfant mort-né. Connaissant sa sensibilité et craignant que cette nouvelle ne la tuât, sa famille avait substitué à l'enfant mort la fille d'un cuisinier de la cour née la même nuit et dans la même maison. C'était Varinka. Par la suite, Madame Stahl apprit que la petite n'était pas sa fille. Elle continua pourtant à s'en occuper, d'autant plus que les vrais parents de l'enfant vinrent bientôt à mourir. Depuis plus de 10 ans, Madame Stahl vivait à l'étranger, dans le Midi, sans presque quitter son lit. Les uns disaient qu'elle s'était fait dans le monde un piédestal de sa piété, de son amour du prochain. Les autres se portaient garant de sa sincérité. Personne ne savait au juste si elle était catholique, protestante ou orthodoxe. Mais ce qui était certain, c'est qu'elle entretenait des relations amicales avec les sommités de toutes les églises, de toutes les confessions. Sa fille adoptive ne l'avait jamais quittée et tous ceux qui connaissaient Madame Stahl connaissaient et aimaient Mademoiselle Varinka. C'était sous ce nom que tout le monde la désignait. Au courant de tous ces détails, la princesse vit d'un assez bon œil la liaison des deux jeunes filles. Varinka avait d'excellentes manières, elle parlait à la perfection le français et l'anglais. Et puis, ce qui valait mieux encore, ne lui avait-elle point dès l'abord transmis les excuses de Madame Stahl empêchée par la maladie de faire sa connaissance. Kitty s'attachait de plus en plus à son amie, en qui elle découvrait tous les jours de nouvelles perfections. La princesse, ayant appris que Varinka chantait, la pria de venir les voir un soir. « Kitty joue du piano, et bien que l'instrument ne vaille pas grand-chose, nous aurons plaisir à vous entendre, lui dit-elle avec son sourire de commande.
Ce sourire choqua d'autant plus Kitty qu'elle avait cru s'apercevoir que son amie ne tenait guère à chanter. Varenka vint pourtant dès le même soir et apporta de la musique. La princesse avait invité Marie Evgenievna, sa fille, et le colonel. Varenka parut indifférente à la présence de ces personnes qu'elle ne connaissait point et s'approcha du piano sans se faire prier. Comme elle ne savait pas s'accompagner, Kitty, qui jouait fort bien, lui rendit ce service. « Vous avez un talent remarquable, lui dit la princesse, après le premier morceau qu'elle chanta avec beaucoup de brio. Marie Evgenievna et sa fille joignirent leurs compliments à ceux de la princesse. « Voyez donc le public que vous avez attiré, dit le colonel qui regardait par la fenêtre sous laquelle s'était effectivement rassemblé un assez grand nombre de personnes. « Je suis charmée de vous avoir fait plaisir, répondit simplement Varenka. Kitty regardait son amie avec orgueil. Elle admirait son talent, sa voix, toute sa personne, mais plus encore sa tenue. Il était clair que Varenka ne se faisait aucun mérite de son chant. Indifférente aux compliments, elle avait l'air simplement de demander « Faut-il encore chanter ou non ?» Si j'étais à sa place, songeait Kitty en observant ce visage impassible, combien je serais fière de voir cette foule sous la fenêtre, et cela lui est absolument égal. Elle ne paraît sensible qu'au plaisir d'être agréable à maman. Qu'y a-t-il donc en elle ? Où prend-elle donc cette force d'indifférence, cette magnifique sérénité ? Je voudrais bien qu'elle m'apprenne comment on les acquiert. La princesse demanda un second morceau. Aussitôt Varenka, toute droite près du piano et battant la mesure de sa petite main brune, le chanta avec la même perfection que le premier. Le morceau suivant dans le cahier était un air italien. Kitty joua le prélude et se tourna vers son amie. « Passons celui-ci, dit Varenka en rougissant. Kitty l'interrogea d'un regard ému. « Alors un autre, se hâta-t-elle de dire en tournant les pages. Elle avait compris que cet air devait rappeler à la chanteuse quelques souvenirs pénibles. « Non, répondit Varenka en posant la main sur le cahier. « Chantons celui-ci, ajouta-t-elle en souriant. Et elle le chanta avec le même calme, la même froideur, la même perfection que les précédents. Quand elle eut fini, tout le monde la remercia encore une fois. Tandis qu'on prenait le thé, les jeunes filles gagnèrent le petit jardin qui attenait à la maison. « Vous attachez un souvenir à ce morceau, n'est-ce pas ?» dit Kitty. « Non, non, ajouta-t-elle vivement. Ne me racontez rien, dites-moi seulement que c'est vrai. »« Pourquoi vous le cacherais-je » dit Varenka de son ton le plus tranquille. « Oui, c'est un souvenir, et il a été douloureux. J'ai aimé quelqu'un à qui je chantais cet air. » Kitty, les yeux grands ouverts, enveloppait son amie d'un regard attendri. Elle n'osait souffler mot. « Je l'aimais et il m'aimait, reprit Varenka. Mais sa mère s'est opposée à notre mariage et il en a épousé une autre. Il n'habite pas loin de chez nous et je le vois quelquefois. »« Vous ne pensiez pas que j'avais eu, moi aussi, un roman ?» demanda-t-elle tandis que sur son beau visage passait un éclair de ce feu qui avait dû jadis l'illuminer tout entière. Kitty sentit cela. « Que dites-vous » s'écria-t-elle. « Mais si j'étais homme, je n'aurais pu aimer personne après vous avoir rencontré. Ce que je ne conçois pas, c'est que pour obéir à sa mère, il ait pu vous oublier, vous rendre malheureuse. Il ne doit pas avoir de cœur. Mais si. C'est un excellent homme et je ne suis point malheureuse, bien au contraire. Eh bien, ne chanterons-nous plus aujourd'hui » ajouta-t-elle en se dirigeant vers la maison. « Que vous êtes bonne, que vous êtes bonne » s'écria Kitty en l'arrêtant pour l'embrasser. « Que ne puis-je vous ressembler, ne fût-ce qu'un peu ?» Pourquoi voulez-vous ressembler à une autre qu'à vous-même ? Vous êtes charmante comme cela, dit Varenka en souriant de son sourire doux et las. Oh non, je ne vaux rien du tout. Voyons, dites-moi. Attendez, asseyons-nous un peu, dit Kitty en la faisant rasseoir sur un banc près d'elle. Dites-moi, n'est-il pas humiliant de voir un homme repoussé, mépriser votre amour ? Il n'a rien méprisé du tout. Je suis sûre qu'il m'aimait, mais c'était un fils soumis. Et s'il avait agi de son plein gré, demanda Kitty, sentant qu'elle dévoilait son secret et que son visage brûlant de rougeur la trahissait. Oh, alors il aurait commis une mauvaise action, et je me soucierais peu de lui, répondit Varenka, comprenant qu'il n'était plus question d'elle, mais de Kitty. Mais l'affront, peut-on l'oublier ? Non, c'est impossible, affirma-t-elle en se rappelant le regard dont il l'avait foudroyée au bal lorsque la musique s'était arrêtée. De quel affront parlez-vous ? Vous n'avez rien fait de mal, j'imagine. Pis que cela, je me suis humiliée. Varenka hocha la tête et posa sa main sur celle de Kitty. En quoi vous êtes-vous humiliée ? Vous n'avez pu avouer votre amour à un homme qui vous témoignait de l'indifférence ? Bien sûr que non, je n'ai jamais rien dit, mais il le savait. Il y a des regards, des manières d'être.
Non, non, je vivrai 100 ans que je n'oublierai pas cet affront. Mais voyons, je ne comprends pas. L'aimez-vous encore, oui ou non demanda Varinka en mettant les poings sur les i. Je le déteste. Je ne puis me pardonner. Eh bien. Mais la honte, l'affront. Ah, mon Dieu, si tout le monde était sensible comme vous. Il n'y a pas de jeune fille qui n'ait passé par là. Et tout cela a si peu d'importance. Qu'y a-t-il donc d'important alors demanda Kitty en la regardant avec une curiosité étonnée. Bien des choses, insinua Varinka en souriant. Mais encore. Il y a beaucoup de choses plus importantes, répondit Varinka, ne sachant trop que dire. À ce moment, la princesse cria par la fenêtre. Kitty, il fait frais, mets un châle ou rentre. Il est temps que je parte, dit Varinka en se levant. J'ai promis à madame Berthe de passer chez elle. Kitty la prenait par la main et l'interrogeait d'un regard suppliant. Qu'y a-t-il de plus important? Qu'est-ce qui apaise, tranquillise? Vous le savez, dites-le-moi. Mais Varinka ne saisissait pas le sens de ce regard. Elle ne songeait plus qu'à la visite qu'il lui fallait encore faire avant de prendre le thé avec maman vers minuit. Elle rentra au salon, rassembla sa musique, prit congé de tout le monde et se disposa à partir. Si vous le permettez, dit le colonel, je vais vous accompagner. En effet, dit la princesse, vous ne pouvez rentrer seule à cette heure-ci. Je vais vous donner ma femme de chambre. Kitty s'aperçut que Varinka retenait avec peine un sourire. Merci, dit la jeune fille en prenant son chapeau, je rentre toujours seule et il ne m'arrive jamais rien. Après avoir encore une fois embrassé Kitty sans lui dire ce qui était important, elle s'éloigna d'un pas ferme, sa musique sous le bras, et disparut dans la demi-obscurité de la nuit d'été, emportant avec elle le secret de ce calme, de cette dignité que lui enviait tant son amie. Chapitre 33. Pardon, je regarde juste une chose. Chapitre 33. Non, pas chapitre 33. Non, je vais m'arrêter ici, pardon. Parce que sinon, il faut que j'aille plus loin. Ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave. Surtout, ne vous inquiétez pas de ce que je raconte. Allez, le vent léger, encore. Oula, j'ai perdu le micro. Non. Pardon. Pardon. 60. Partout, la nature s'apaisait, acceptait de bon gré de ralentir ses activités en prévision de l'hiver. Ça ne se passait pas comme ça pour nous. Nous gardions globalement notre calme, mais dans nos corps résonnait toujours le martèlement d'un grand galop. C'était, je crois, la vie qui nous poursuivait, vieille compagne impatiente qui, comme toujours, cherchait à brûler les étapes. À l'aube, agglutinés aux fenêtres, nous observions les étoiles une à une s'effacer et presque en même temps le pâle soleil essuyer au ciel les taches de suie les plus récalcitrantes. Les dernières abeilles de la saison s'endormaient au fond des ruches et dans les champs tous les autres insectes avaient cessé leur bourdonnement, leurs carillons, leurs bruits de cymbales. Nous nous réunissions derrière la remise, nous écoutions avec une attention soutenue ce silence plein de sous-entendus partout présent dans la campagne environnante. À la fin, exprimant tout haut ce que nous pensions tous sans le formuler, Zelda disait « Quelque chose rôde, c'est sûr ». Et nous savions bien évidemment que ce quelque chose était la mort. Oui, notre bonheur dans ces grandes lignes tenait le coup, mais voilà ce qui nous occupait intérieurement ce mois d'octobre 1971. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous surtout. Faites attention à vous et à très bientôt. Merci encore.